et d'ailleurs. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur la RBS 91.9, c'est l'heure de votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. À mes côtés pour donner de la voix, la talentueuse Nabou, elle est également à la technique. Salut Nabou. Bonjour Aïcha, bonjour Strasbourg. Il y a quelques semaines, nous avons proposé une émission qui traitait des urgences et des difficultés que les patients et patientes ou médecins peuvent rencontrer au quotidien. Donc le docteur Siamak nous accordait une interview riche en fait en informations à ce sujet. Et là, nous reparlerons également donc des blouses blanches. Et aujourd'hui, on parle de quoi Aïcha? En effet, Nabou, l'émission d'aujourd'hui abordera le thème du SAMU. Pour rappel, le service d'aide médicale et urgente, appelé SAMU, est un service hospitalier qui organise le traitement des urgences en dehors de l'hôpital, donc dans la rue, à domicile, etc. Ce service comprend le centre qui reçoit les appels effectués au 15 ou au 112. Le 29 décembre 2017, Naomi Musenga, une jeune maman de 22 ans, décédait officiellement d'une intoxication au paracétamol. Je dis bien officiellement, quelques heures après un appel on ne peut plus pris à la légère par le SAMU de Strasbourg. Dans cet enregistrement obtenu par la famille et qui a indigné la France entière, la jeune femme semblait très affaiblie, au point où le simple fait de parler paraissait mission impossible. Louange Musenga, qui n'est autre que la sœur de la défunte, a accepté notre invitation. Elle est accompagnée de ses parents, donc des parents de Naomi, ce jour pour en parler à nouveau et notamment nous informer de l'état d'avancement du dossier. Également avec nous, des membres du collectif Justice pour Naomi, notamment Jonathan qui est doctorant en pharmacie. Ok. On va commencer par vous, Louange. Vous êtes donc la sœur de Naomi Musenga. Comment avez-vous pris les connaissances des conditions dans lesquelles votre sœur est décédée? Comment avez-vous eu connaissance de ces fameux enregistrements? Et combien de temps après son décès en avez-vous eu connaissance? D'ailleurs, qu'est-ce qui explique ce délai? Louange ou le papa ou la maman, hein. Vous commencez par qui vous voulez. Voilà, pour avoir le contexte, en fait, tout simplement. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis l'une des sœurs de Naomi Musenga. D'abord, par rapport à la prise de connaissance des conditions dans lesquelles Naomi est décédée, malheureusement, au début, en fait, on avait fait une demande d'autopsie parce que justement, on n'avait pas de cause. Sur le coup, on ne nous donnait pas d'informations. Donc, on a fait une demande d'autopsie. Cette demande, dans un premier temps, nous a été refusée. Et après insistance, on a quand même eu un retour par rapport à l'autopsie qui sera faite, sauf qu'elle a été faite 5 jours après le décès. Et en plus, sur un corps qui est bien notifié, elle a été faite sur un corps qui était putréfié, en putréfaction avancée. Donc voilà, les conditions du décès de Naomi jusqu'à présent, on n'a toujours pas de cause. Malheureusement, on a eu une information qui nous a tous choqués par rapport à l'intoxication au paracétamol qui pour nous est toujours fausse, pour nous, pour tout notre entourage. Et d'ailleurs, au niveau du dossier médical dont on a fait la demande par la suite, cette cause, c'est une hypothèse en tout cas, cette hypothèse avait été réfutée au niveau du dossier médical. Donc jusqu'à présent, on est toujours choqué qu'il n'y a pas de réponse, mais on est encore plus choqué qu'on a donné une étiquette à la victime qui devient elle-même coupable de sa propre mort sous prétexte qu'elle aurait avalé beaucoup de paracétamol, ce qui est faux et ce qui a été contredit. Même au niveau de la ministre de la Santé, elle a bien déclaré le 18 janvier que les analyses toxicologiques n'ont pas permis d'établir les causes du décès. Et même pareil pour le docteur qui a réalisé l'autopsie. C'est pour ça D'accord. Ok, peut-être que Jonathan aurait quelque chose à ajouter donc sur ces conditions-là et la thèse qui a été avancée. Oui, dans un premier temps, on a un seul et unique prélèvement sanguin à 17h. Et il faut savoir que le paracétamol, c'est un composé qui est toxique pour le foie. Et les marqueurs de souffrance du foie sont à peu près normaux, c'est-à-dire le taux de gamma-GT est normal, alors que dans une hépatite au paracétamol, il est au moins 3 fois plus élevé que la norme. Le taux de bilirubine est tout à fait normal. À l'autopsie, on n'a pas constaté de les yeux jaunes, ça crée une pigmentation typique au niveau des tissus oculaires et de la peau.
Et les taux de transaminase sont légèrement plus élevés que la norme, mais ça ne justifie même pas, ils sont trop bas pour justifier l'utilisation d'un antidote de référence qui est la N-acétylcystéine. Et on peut très bien les expliquer, hein. Les marqueurs de souffrance hépatique qui sont là, ils s'expliquent par le choc hémodynamique. La tension artérielle était basse, il y a eu une chute du débit sanguin au foie, plus les arrêts cardiaques répétés et prolongés ont interrompu le débit sanguin au niveau du foie. On parle clairement dans ce cas-là de foie de choc. Concernant le bilan toxicologique, il a été fait, le prélèvement a été fait dans du liquide pleural putréfié qui contenait du vomi que la patiente avait inhalé, probablement lors de l'intubation. Alors il faut savoir que les taux dans le liquide pleural et les taux sanguins sont très très différents. Et leur distribution est très différente. Il n'existe pas d'études ou de références pour le dosage le paracétamol dans un tel milieu, c'est-à-dire du liquide pleural mélangé à du liquide gastrique. Et même si le paracétamol est mesuré à ces taux-là, c'est-à-dire 103 mg litre, si la prise de paracétamol a eu lieu 8 heures avant, ce sont des taux, même si on accorde du crédit à ces taux montrent que c'est une concentration normale et non pathologique. De plus, il y a pas mal d'évidences. Naomi a souffert de diarrhée sanglante. Alors le paracétamol ne provoque pas d'hémorragie, l'intoxication par le paracétamol ne provoque pas d'hémorragie. L'évolution a été très rapide, hein, le décès est survenu en quelques heures, alors que le décès dû à une intoxication aiguë au paracétamol survient en plusieurs jours. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de jaunisse typique, il n'y a pas eu de nécrose hépatique typique, c'est-à-dire massive et centrolobulaire. On peut se dire qu'on s'est clairement moqué du monde pour la toxicologie au niveau du liquide pleural pathologique. Et les taux, même si on leur donne du crédit, ils ne sont pas toxiques. D'accord. Alors, Jonathan, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler votre profil? En fait, vous êtes doctorant en pharmacologie. Oui, je suis doctorant en pharmacie, je fais partie du collectif Justice pour Naomi. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, selon... Voilà, on peut vraiment exclure la thèse du paracétamol et dire que c'est vraiment un écran de fumée. D'accord, donc vous la réfutez en fait. Oui, en bloc. D'accord, ok. Et c'est clair. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, allez-y. Bon, je suis le papa de Naomi. D'accord. Bon, c'est-à-dire que même avec le docteur qui nous a entourés, on voit en réalité que les diagnostics, le diagnostic qui a été fait par l'expert qui avait conseillé le procureur, c'est diagnostic incertain et incohérent. Vraiment incertain et incohérent. Et puis, de telle sorte que nous confirmons, nous sommes en train de dire, à partir de données que nous avions eues, quand l'IGAS nous avait donné, n'est-ce pas, le résultat des analyses, des diagnostics, des analyses biologiques médicales, et même toxicologiques. Ouais. Donc, vraiment, ce n'est pas une vérité de dire. Vraiment, ce que, n'est-ce pas, le fameux professeur avait pu donner comme conseil au procureur est faux. Donc, il ne s'agit pas de... Donc, c'est vraiment incohérent tout ce que, n'est-ce pas, le professeur avait pu, n'est-ce pas, déclarer. Je laisse, j'appuie. Oui, en tout cas, scientifiquement, au regard des analyses biologiques et toxicologiques, la thèse du paracétamol ne tient pas à l'expertise scientifique, quoi. D'accord. Et puis, si on pouvait ajouter aussi de savoir que je ne comprends pas une expertise qui conseille un procureur, et puis ce procureur atteste une chose qui n'est même pas fondée, d'où même l'ouverture de l'instruction n'est pas encore faite. Et comment un procureur peut accepter de nous donner des données comme ça? Donc moi, c'est en tant que mère de Naomi, je trouve ça vraiment c'est inadmissible. Et puis je peux pas comprendre que le procureur a tenu ma fille comme comment
Donc, ils ont donné à Naomi comme responsable de sa propre mort. Alors, c'est choquant pour moi et inadmissible. Je n'admets pas ça. Je voudrais qu'il revienne à ses paroles parce que s'il était à ma place, à moins qu'il ne soit pas mère, on impute à ta fille quelque chose qui n'a jamais existé. Et qui n'a même pas, on n'a pas encore commencé les recherches. À quoi ça sert ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'elle soit un peu à ma place, après avoir entendu ta fille est morte, et ensuite encore pour les demandes des explications sur sa mort, on te ment encore que on te donne quelque chose, je ne sais pas comment donner vraiment les mots, donc quelque chose d'absurde, quelque chose d'inattendu et qui fait même qui met le monde entier en déroute. Alors c'est à elle la procureure de saisir la Sonéfie, comme on appelle la Sonéfie, qui a donné à ma fille de prendre le paracétamol. Mais ma fille n'a pas pris ça. Fabricateur de paracétamol. Mais de plus, le prélèvement toxicologique, il prélève un prélèvement où il y a eu du vomi, c'est-à-dire du contenu gastrique qui l'a contaminé. Il y a une contamination croisée. Et il suffirait de la présence de 1/20 de comprimé pour justifier ce taux. Donc c'est vraiment une méthode très farfelue, disons scientifiquement. Okay. Il y a clairement un biais, quoi. Exact. Alors, selon la presse écrite, vous, donc la famille, avez déposé une plainte pour non-assistance à une personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Alors, est-ce que vous confirmez cela et à date d'aujourd'hui, qu'en est-il en fait? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, oui, au niveau de la plainte, on avait déposé plainte dès qu'on a reçu l'enregistrement parce que ça nous avait choqué. Pour nous, on ne pouvait pas laisser passer ça. Ensuite, on a, en même temps, on avait aussi fait, avant ça, on avait fait la demande du dossier médical pour pouvoir aussi avancer, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et notre plainte, elle, consistait à d'abord dire qu'il y a 2 opératrices, parce qu'on oublie aussi qu'il y a aussi l'opératrice des pompiers qui s'est aussi moquée de Naomi dans l'enregistrement. Donc dénoncer en fait et porter plainte contre les personnes qui ont mis en danger Naomi. Donc, plainte contre l'opératrice du SAMU pour l'assistance en personnes en danger, mais pas seulement. On voulait aussi, on a aussi posé plainte contre la mise en danger d'autrui sur toute la chaîne de responsabilité. Parce que ce qu'on oublie, c'est que s'il y a des personnes qui ont fait des fautes graves, donc des manquements graves, mais qu'on leur a permis de faire ça. Et pour nous, c'est scandaleux qu'au niveau du CHU de Strasbourg, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de suivi de la famille. On nous a balancé une cause d'ailleurs qu'on nous a dit que c'était pas une cause sur le paracétamol. Il n'y a pas eu pareil de recherche là-dessus. Pour nous, c'est un scandale, mais aussi on peut pas laisser passer ça. Il faut qu'il y ait vraiment des sanctions, sanctions exemplaires au niveau administratif et sanctions exemplaires aussi au niveau judiciaire. Non pas pour accabler une personne, mais aussi pour dire que stop, on en a marre, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait derrière tout ça. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à cette plainte, le procureur a retenu le chef d'accusation du non-assistance en personne en danger contre la personne qui avait répondu à Naomi et aussi l'autre chef d'accusation contre X de l'homicide involontaire. Oui, vous voulez intervenir, le papa? C'est vous qui avez parlé? Pas du tout, mais ça dit qu'il y a... Oui. C'est clair que ce qu'on cherche ici, c'est que la mort de Naomi ne soit pas vaine et que des cas Naomi ne puissent pas se reproduire à l'avenir. C'est surtout ce qui est très important pour nous. Oui, je voulais encore ajouter, parce qu'en dehors de la plainte du non-assistance en personne en danger, il y a cette histoire de homicide involontaire où on a dit qu'il y a, n'est-ce pas, on avait soulevé ce niveau d'homicide involontaire où on dit qu'il y a quand même des chaînes de responsabilité. Il n'y a pas seulement... L'hôpital aussi est en tort, en réalité. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas seulement le fait d'une non-assistance en personne en danger, qui s'était avéré, qui est connu de tous par rapport à cette dame, cette régulatrice qui répondait. Et par contre, on constate dans la suite qu'il y a quand même des chaînes de responsabilité. Comme tout ça, il suffit qu'on puisse... C'était clair aussi dans notre courrier
qu'on s'adresse aussi à l'hôpital aussi, aux services hospitaliers. D'accord, très Parce bien. que, voilà, effectivement. Du coup, quelles sont, selon vous, les solutions qui pourraient être apportées afin qu'un tel drame ne se reproduise pas? Après une épreuve comme celle-ci, comment pardonner et faire à nouveau confiance aux institutions françaises? Peut-être que c'est déjà le cas, et que vous n'avez pas perdu confiance, mais voilà, le cas contraire est possible aussi et serait légitime d'ailleurs. Et voilà, en matière de santé, comment est-ce qu'on refait confiance du coup aux institutions françaises et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées justement? Blanche. D'abord, par rapport à la question sur le pardon, on nous a posé souvent cette question, mais pour nous, c'est même pas encore d'actualité. On n'est même pas à l'état où on a la possibilité d'y réfléchir, parce qu'il y a quand même une plainte en cours. Et donc, au niveau de la justice, pour nous, l'attente d'abord, c'est que justice soit faite pour qu'on puisse déjà pouvoir répondre à certaines questions qu'on a par rapport à ce qui arrive à Naomi. Et ensuite, au niveau des questions sur ce qu'on attend de la juridiction, actuellement, on ne va pas dire, pas de la juridiction, mais des institutions médicales. On ne va pas dire qu'on est contre les institutions médicales, ce n'est pas notre but. Au contraire, d'ailleurs, notre combat dans le collectif Justice pour Naomi Musenga et aussi au niveau de la famille, c'est de faire en sorte que cette institution médicale puisse évoluer, surtout en matière d'urgence médicale. Mais sinon, notre attente personnelle, au niveau du cas Naomi, c'est d'abord, on n'a toujours pas reçu d'excuses jusqu'à présent. Malgré le courrier d'ailleurs qu'on a adressé en fin décembre, il me semble. Ouais. On avait adressé un courrier auprès de l'hôpital pour leur dire que voilà, il y a aussi une certaine responsabilité par rapport dans votre direction. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de réponse. On a toujours reçu des renvois du genre non, c'est pas à nous, maintenant il y a une enquête en cours, vous aviez qu'à pas porter plainte, on aurait pu s'en charger à côté. Pour nous, ça, c'est pas acceptable. Il faut quand même qu'il y ait une reconnaissance d'abord, parce que les familles ont besoin de reconnaissance. Reconnaissance de l'erreur. On dit que l'erreur est humaine, certes. Là, c'est pas seulement une erreur, c'est des manquements graves. Donc, il faut quand même qu'il y ait une reconnaissance par rapport à ça. Il faut qu'il y ait des sanctions administratives, parce qu'on nous dit toujours, pareil, que c'est la justice qui va s'en occuper. Non, il faut aussi au niveau administratif. C'est pas pour rien que l'assistante a été, l'ARM a été suspendue, mais après une suspension, il faut qu'il y ait une sanction. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, justement, il y a des sanctions qui doivent être mises en place. Au niveau plus politique et social, nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait une revalorisation en fait, de ce métier de l'ARM. Ce n'est pas seulement des standardistes. On parle souvent de standardistes, mais en fait, c'est vraiment un métier. C'est un métier médical. Pour nous, c'est important en fait que le côté médical soit remis en place, en avant. Le côté aussi vocation. Je veux dire, ma mère est aide-soignante. Je connais des médecins, je connais d'autres personnes qui sont dans le côté médical. Quand on me parle de ça, c'est une passion. Je veux dire, c'est important en fait que le côté passion, vocation soit mis en avant dès le recrutement et avant même la formation. Même les personnes qui sont là en cours, qui sont déjà en train de travailler, on peut pas les enlever, mais il faut quand même remettre en avant dans leur esprit que voilà, c'est pas seulement un métier où ils sont payés en tant que CDI, CDD, c'est aussi une vocation, une passion, et il y a un patient derrière. C'est pas des usagers comme on entend souvent dire, c'est des patients qui sont derrière le téléphone. Donc tout ça, on veut que ce soit remis en question au niveau social et au niveau aussi politique. Et la dernière chose aussi que nous on voulait, c'est une vraie réorganisation, une structuration. Là, c'est bien politique qu'on dit. C'est pour ça qu'on avait demandé une loi. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui dit au niveau national comment faire. C'est-à-dire que chaque établissement de SAMU sont indépendants. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, actuellement, j'ai entendu qu'on sanctionne les élèves parce qu'ils ont un portable au niveau à l'école. À un moment, voilà, les ARM doivent aussi être sanctionnés réellement. ARM, mais aussi les chaînes de responsabilité doivent être sanctionnées au niveau légal et administratif. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une loi. Là, on a entendu parler de la formation. Pour nous, on n'a pas l'ensemble du décret ou de ce qui va être mis en place. On l'attend jusqu'à présent, mais on veut aussi que ce soit développé clairement, mis en place au niveau législatif, que ce soit vraiment une loi encadrée, mais pas seulement au niveau de la formation, sur tous les plans qui permet de créer ce métier.
Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que ce métier puisse être un métier valorisé et valorisant, mais aussi nous avons demandé que cette loi soit au nom de Naomi Musenga, d'abord à sa mémoire, parce que si ça a permis d'ouvrir beaucoup de délier les langues, de faire comprendre que dans ce métier, dans l'institution médicale, il y a des choses graves qui arrivent, et pas seulement au niveau d'urgence, dans d'autres services médicaux. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Camouflage au CHU de Strasbourg, que j'invite à tout le monde de regarder. Il y a des choses très très graves qui se passent, et on parle de camouflage parce que les victimes, on fait passer des victimes pour des coupables, pour soit faire taire l'affaire, soit pour dire que non, c'est de votre faute, c'est pas de notre faute, on fait passer ça. Mais non, il faut accepter les erreurs, il faut aussi sanctionner. C'est important la sanction pour que ce soit exemplaire. Et la loi de Naomi Musenga, on espère que ça sera pris en compte et pas qu'on continue à nous balayer de côté pour dire non, ça c'est juste une demande d'une famille ou X ou Y. D'accord. Est-ce que je peux Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Ouais. Pour y ajouter simplement, dans cette loi Naomi Musenga, il faut qu'on retienne, c'est que le SAMU, j'appelle à eux de se réunir aussi. Ouais. Parce que comment dans une carrière ou dans un métier, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Alors, on a vu que Naomi Musenga a actionné 3 numéros. Comme disait la dame de Ligas, ma fille, elle n'avait pas à mourir. Elle pouvait être sauvée 3 fois. Vous voyez, elle appelle la police. La police qui ne lui vient pas en aide, qui transfère l'appel. Et le SAMU. Le SAMU, curieusement, qui est toujours souvent à l'heure sur place, elle ne s'est pas déplacée. Quel remède, quelle conclusion faire? Pourquoi le SAMU n'a pas été à la maison de ma fille? Et il a déclenché, les SAMU, lui, il déclenche, pardon, les pompiers, ils déclenchent le SAMU, mais ces SAMU ne bougent pas. Alors, c'est qu'il y a un problème au sein de cet organe. Donc, 3 numéros actionnés, mais qui ne répondent pas. Alors, même la sécurité de l'homme, de l'humain, on peut dire, parce que quand on dit l'homme, on ne comprend pas, mais l'humanisme, où en est-il dans la sécurité policière, qui fait partie des slogans de la politique? On parle de la sécurité humaine. La police, on veut qu'il soit dans ses vraies valeurs. Et les pompiers, qu'est-ce qui se passe dans leur organe pour ne pas entendre l'appel, un bip qui sonne chez eux? Ça déclenche des camions. Mais pourquoi pour Naomi ça n'a pas été? Et pourquoi Naomi aussi n'est pas le seul qui a vécu ça? Oui, je suis d'accord, les gens disent qu'il y en a beaucoup qui sont dans ces cas-là, mais pourquoi ne pas en parler clairement? Il faut que cette urgence se remette en question et se réorganise. Et cette organisation, ils doivent aussi quand même de la conscience sur la tête de Naomi, parce que Naomi avait déclenché ces 3 numéros en une fois. Et pourquoi pas voter ces numéros uniques pour tout le monde? Parce que ça va aider la ministre, et nous sommes là pour eux. Mais la ministre aussi, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous répond pas, il ne nous répond plus. Je le rappelle qu'elle m'avait promis qu'elle puisse nous donner la solution à l'aide, surtout les premiers secours. C'est important. C'est très important et ça peut être une fausse alerte, mais au moins, il y a des gens qui ont répondu. Donc, c'est très important. D'accord. Oui. Alors, je voulais ajouter là-dessus, c'est très important. Nous aimerions que les gens sachent, comme on l'a dit depuis, quand on a commencé à médiatiser l'affaire. Donc, on n'est pas en train de stigmatiser, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas en train de stigmatiser, n'est-ce pas, le monde des institutions françaises, ou bien le monde médical. On n'est pas en train de remettre en question non plus. On n'est pas en train de... Donc, ce n'est pas qu'on est... donc, on a quand même... on n'est pas en train de les stigmatiser. Mais si à partir de ce qui s'est passé avec ma fille, ça peut améliorer les choses, ça peut, n'est-ce pas, assainir nos institutions, et le monde hospitalier, l'institution hospitalière, ça c'est très important. Et c'est pour cela que, comme mon épouse venait de le dire, ces inspecteurs de l'IGAS
diligenté par Madame la ministre. Je ne sais pas où elle est maintenant. Il est toujours à Paris ou bien il est déjà venu ici. S'il va travailler ici à Strasbourg, je ne sais pas. Bon, depuis qu'il nous a promis, il ne rappelle pas. Mais je n'oublierai jamais. C'est 2 inspecteurs qui devaient taper à la table et dire « Monsieur Musenga, votre fille pouvait être sauvée 3 fois. » Donc, la police qui appelle les pompiers qui appellent les... C'est pour cela que cette histoire de ces numéros uniques est quand même très importante. S'ils peuvent se débrouiller pour mettre ça en place. Et puis qu'ils n'oublient pas, encore une fois, parce que c'est le nom de Naomi Musenga, ma fille, qu'on puisse penser à cette loi qui va sortir. Ça peut porter le nom de Naomi Musenga. C'est très important, ça. Alors, on va faire peut-être une petite pause avant de revenir à l'antenne. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Alors, l'idée de numéro unique nous a inspiré. Donc, la première pause sera la chanson de Wyclef Jean, 911. Donc, aux États-Unis et dans d'autres pays, c'est un seul numéro unique qu'ils ont, en fait, pour ces services-là. Oui. Voilà, une petite pause musicale. Merci. D'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur la RBS sur 91.9 de Strasbourg et d'ailleurs. Et pour parler avec nous du SAMU, nous sommes toujours entourés, et notamment du cas de Naomi Musenga, et plus globalement du SAMU en général, et des institutions hospitalières. Nous sommes entourés toujours de la famille, notamment la sœur de Naomi, Louange, et les parents. Et un membre du collectif donc, qui s'appelle Jonathan, ça n'a pas changé. Justement, concernant le collectif, est-ce que vous voulez nous en parler davantage, et notamment des actions menées sur le terrain depuis ce qui s'est passé? Qui veut commencer du coup? Louange. Je vais commencer. Oui. Donc, par rapport à la création du collectif d'abord, ça a été fait au moment où l'affaire a été pas mal médiatisée. On a eu pas mal de personnes qui voulaient nous soutenir de toutes les possibilités, qu'ils avaient des compétences à emmener, d'autres juste qui disaient qu'on a envie d'aider mais on ne sait pas comment. Et après, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué en fait de s'organiser, qu'on n'a pas prévu ça. Le but c'était pas de créer un collectif quand on a publié l'enregistrement, mais c'était de dénoncer quelque chose et de pouvoir avoir un début d'ouverture au niveau de l'enquête. Mais voilà, nous on est vraiment content d'être soutenus d'abord pas forcément par des personnes qui sont là sur place, mais des personnes au loin qui envoient des messages régulièrement, des personnes qui nous ont envoyé des messages il y a longtemps, qui nous ont même appelés, qui nous donnaient aussi leurs témoignages. Donc le but maintenant du collectif aussi, c'est de réunir des personnes qui sont là actives sur place sur Strasbourg et peut-être même à travers la France par la suite. Ensuite, de quoi il est constitué? On a essayé en fait de s'organiser en plusieurs pôles juridiques. Donc c'est des personnes qui ont des compétences juridiques au niveau aussi médical, justement par rapport à la révision en fait du dossier médical qu'on avait eu au préalable. On avait besoin en fait de quelqu'un pour nous traduire le dossier médical. On a eu des docteurs et on a là par exemple Jonathan qui est là, qui permet de traduire en fait, de retraduire on va dire le dossier médical dans un langage plus compréhensif pour les personnes qui ne comprennent pas les termes médicaux, ce qui aurait normalement dû être fait par l'hôpital, mais bon, nous, on nous a juste balancé le dossier. Donc le but vraiment c'est de simplifier les choses au niveau médical. Après au niveau de l'événement, là c'est là où on aura besoin peut-être de beaucoup de personnes, parce que nous on ne veut pas s'arrêter simplement à dénoncer des choses via la radio comme vous avez invité. D'ailleurs on vous remercie, donc on remercie RBS de nous avoir invités, mais aussi d'autres journaux, enfin des médias qui nous ont soutenus, qui ont fait des articles concrets, qui ont vraiment fait des recherches, parce qu'on a eu des médias qui faisaient juste du copier-coller, et malheureusement c'est comme ça fait partie du journalisme. Mais d'un autre côté, on est content qu'il y ait eu beaucoup d'articles vraiment sérieux, qu'on remercie aussi. Mais le but aussi, c'est de créer une communauté qui va défendre cette cause, et défendre aussi la cause du coup qui en découle, qui est de faire en sorte que les services d'urgence médicaux au niveau
du SAMU notamment il y ait une meilleure organisation. Ça, c'est l'objectif vraiment du collectif, de faire en sorte vraiment qu'au niveau de la justice pour Naomi, ça soit atteint, mais aussi pour l'ensemble de la population qui en souffre actuellement. D'accord. Jonathan, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est aussi important les SAMU n'ont que des recommandations et c'est vraiment important d'avoir un cadre législatif parce que ça nous permet déjà des actions de sanctions, mais aussi ils se doivent de respecter des lois et pas que des recommandations. Donc dans ce cas-là, je pense que ça évitera beaucoup d'erreurs et beaucoup de déviance. D'accord. Ouais. Maman, ouais. Et moi, je pouvais ajouter, en tout cas, j'ai toujours dans mon fort intérieur remercié vraiment ces gens qui ont créé des pétitions. Et ces pétitions ont beaucoup servi et je pense que même que j'appelle vraiment aux politiciens de veiller sur ça. 350 ou 360 000 personnes, des signateurs, ce n'est pas une affaire banale. Oui, c'est pas donc si on s'y passe, déjà 2 personnes qui se plaignent, c'est grave. Et s'il y en a 350 000, alors si on ne fait pas face de la façon dont même on a vu que malgré cette pétition, les gens n'ont pas toujours réagi. Et je me demande à quelle France on est. Parce que même la lettre de relancer l'hôpital, de leur faire voir notre désarroi, et je n'ai jamais eu encore un retour, c'est une grave erreur pour moi. Donc je trouve que c'est comme si la France, le peuple, les nations sont laissés à la dérive, on est abandonné et on se bat tout seul. Et prochainement, qu'est-ce qu'on aura? La santé va tomber. Mais moi, j'ai toujours revendiqué la santé de la France, l'organe de la santé de la France comme un patrimoine dont tout le monde doit à un modèle dans beaucoup de pays. Mais si aujourd'hui, l'hôpital qui n'a pas vu le collectif Naomi Musenga, ce n'est pas la famille Naomi Musenga, mais c'est un collectif qui a parlé, on ne veut pas les écouter, entre guillemets, on s'attend. Nous attendons l'action de la justice maintenant. Et après cette action, si nous trouvons toujours qu'il est dans cette lenteur, nous avons encore à remonter autrement. Nous retenons 350 000 signateurs. Et pour combien de temps? Qu'ils ne nous disent pas pour 10 ans que ces signataires seront toujours là, parce qu'ils veulent savoir jour pour jour quelle était la sanction où en est le dossier de Naomi Musenga. Donc je tiens à le rappeler parce que vraiment c'est collectif qui a lancé cette pétition, on ne doit pas les marcher dessus. Donc c'est très très important pour que qu'on le rappelle. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi. En tout cas, nous appelons aussi d'autres mécanismes de des connaissances. Ceux qui veulent y adhérer, ils peuvent même nous glisser des mots sur le journal sur la page Facebook aussi. La page Facebook par mail. Ou par mail, nous entendrons toujours. Et puis, il y a beaucoup de témoignages que nous aurons peut-être à nous organiser encore prochainement pour savoir comment réunir tous ces témoignages des gens qui sont pour nous des Naomi de l'ombre. Pourquoi la collective continue à parler? Parce que il y en a, je ne peux même pas compter les nombres des témoignages des gens qui se sont retrouvés au SAMU. Ce n'est pas qu'on condamne les SAMU, mais on veut qu'on se réveille. Moi-même, je suis dans la santé. Hier, j'étais à Bazourdi parce qu'il y a une personne qui nous est morte subitement comme ça. Et j'étais troublée. Dans mon être, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cet homme, je l'avais à 20h et il n'a pas que passé la nuit. Le lendemain, on ne les trouve plus. Tu vois, ce sont des choses qui doivent booster. Il faut que le corps médical que nous sommes, nous ne devons pas nous dire, ah ben non, c'est chaque jour on voit les morts, chaque jour. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on prenne notre responsabilité et qu'on vienne en aide à ces gens-là. Donc, nous, on a à peu près beaucoup de témoignages comme ça dans le collectif qu'on n'a pas encore tous déchiffrés. Donc, on va en parler plus tard. Et puis, je demande aussi à la justice vraiment française, je ne savais pas que ça a marché comme ça. Quand je suis entrée, c'est là où j'ai vu vraiment que j'ai un problème.
Parce que la justice ne me répond pas immédiatement. Il faudra attendre, me dit 10 ans. Non, moi, pour mon problème, on ne peut pas attendre 10 ans. Parce que sinon, les impunités, pareil. Mais nous, on continuera à tuer les gens. Hein, et personne n'en parle. Nous en parlons parce qu'on ne veut pas qu'il y ait, pour une banalité de mal au ventre, de Naomi Musenga, qui est quelqu'un meurt pour ça. Ce n'est pas normal. Donc c'est pourquoi dans les collectifs, nous nous battons avec le peu de moyens que nous avons. Mais si beaucoup aussi peuvent se joindre à nous, ceux qui sont dans les connaissances, ceux qui sont dans les finances, peuvent adhérer à ça pour qu'on aille plus loin. Parce que ce n'est pas une affaire de Naomi ou seulement de Musenga, mais c'est une affaire d'État. Et je appelle aussi au président de la République lui-même. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de moi ici? Je pleure, je continue à pleurer. Bientôt, les premiers, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle aurait dû avoir 23 ans. Et je pouvais attendre à cette fille de devenir un grand mannequin ici. Elle pouvait devenir une grande dame aussi dans des réseaux de beaucoup de sociétés. Mais on a cassé une vie d'une fille comme ça. Et qui a aussi d'autres responsabilités, non seulement sa mère, sa fille aussi. Donc, et vous passez banalement comme ça sur un problème. Ce n'est pas normal. Et nous, ça nous fait mal. On n'a pas encore la réponse et nous ne pouvons pas faire le deuil. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc nous sommes en vrai. C'est plus le silence en fait qui est lourd à porter. Et je vous assure, ma sœur à moi, ça, je n'en passe pas. C'est chaque jour. J'ai 8 enfants, c'est vrai, mais celle qui est partie, dont je ne connais pas pourquoi, ça me trottine dans la tête. Bien sûr. Les anniversaires sont difficiles, le jour de sa mort difficile, et même on peut oublier de dire de son nom à table. On peut l'appeler aussi. Quand je passe son numéro dans mon téléphone, ça fait souffrir. Alors je ne comprends pas. Pourquoi un ministre de santé, ça lui fait pas mal? Est-ce que un juge de la République ou procureur de la République, ça nous fait pas mal? Est-ce que le président de la République, il voit pas que on en aura encore? Et il y a encore, on disait que le problème pour que ça ne se répète pas. Mais j'ai entendu qu'il y a une femme qui a été oubliée carrément dans une salle d'attente. Et elle était profondément de maladie et les SAMU l'ont amenée, on le dépose et on l'oublie. Vous voyez, ça se répète. Maintenant, Naomi, pas même 1 an. C'est pas normal. Il faut qu'on revienne à notre résolution et soyons des humains. Ce n'est pas normal. Les gens de l'hôpital, moi je me suis demandé si le directeur, il est un robot ou bien normal. Parce que je lui parle d'un cas qui fait mal au cœur. Mais je n'ai aucune excuse, aucune reconnaissance, même pas un rapport. Donc c'est pas normal des choses comme ça. Donc aujourd'hui la famille attend une réaction et une réponse en fait par rapport à ces interpellations. Le collectif là qui a des actions, ils attendent. Mais jusque là ma chère, on n'a même pas les dossiers en question. On nous dit toujours la justice fait, c'est fait. Mais on ne sait pas à quoi qu'est-ce que cette justice nous a répondu. Il y a Jonathan qui levait la main. Oui. Tu peux. Et il faut juste signaler que le collectif d'experts n'a même pas encore été nommé, quoi. Oui, ça c'est, oui, effectivement, oui. C'est-à-dire que c'est la réponse à la question. La question de savoir où est-ce qu'on en est avec la justice. C'est-à-dire le collège d'experts qui doit se pencher sur ces cas n'a pas encore été nommé. Les experts qui doivent être nommés pour oui. Voilà. Mais par contre, je voulais, parce que je veux abonder dans ce que Madame parlait là tout à l'heure, les erreurs, tout ça. Donc, s'il y a erreur, parce que j'écoute un peu le monde hospitalier, SAMU, tout ça, service d'aide médicale d'urgence, tout ça, je pense, et c'est ce qu'ils disent. Vous entendrez dire, voilà, surcharge, on est surchargé, on entendait ça, surcharge, certains dire erreur. Bon, voilà. Mais s'il y a erreur, moi, ce que je me posais la question, mais pourquoi ne pas le reconnaître s'il y a erreur? Et puis, surcharge. S'il y a surcharge, ou bien si les erreurs dépassent le contexte des erreurs, ça devient un mode de fonctionnement. Alors ça, c'est très grave. Donc, ça devient donc de manquement grave. Donc, ça demande quand même d'être traité. Bon, je pense que dans cette histoire, au lieu de continuer avec
continuer avec cette histoire comme si on sait même les gens commencent à demander ce n'est pas une procédure de liquider les choses, de fouiller les choses, de fossoyer les choses. Tout ça, tu vois, il ne faut pas laisser les gens comme ça, en train de rêver comme ça. C'est à vous de dire, effectivement, s'il y a erreur, reconnaître qu'il y a erreur. Ouais. On n'aimerait pas, on ne souhaiterait pas cela que dans un hôpital, que des erreurs puissent devenir un mode de fonctionnement. C'est très grave. Mais s'il y a erreur, qu'on puisse le reconnaître. Et puis, là, c'est mon branche en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu. Dans mon parcours, j'ai appris ceci, que celui qui cache, parce que en l'air, c'est comme s'il y a cet esprit de voir caché, de fossoyer les choses. Mais je me souviens de mon parcours. Il est écrit, ça c'est les Saintes Écritures, d'autres disent la parole de Dieu, c'est lui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue, et les abandonne, reçoit la miséricorde. Ouais. Donc si vous voulez un cache-cache, quelqu'un qui aime cacher les choses, il y a des choses, les choses intimes qu'on peut cacher. L'intimité de votre couple, c'est autre chose. Mais la criminalité, tout ça dans le domaine... de manière à fignoler tout ça, cacher cela, c'est très grave parce que vous chercherez la prospérité. Un jour, si vous allez entrer dans le trou de misère, est-ce qu'il y aura une corde qui vous sera lancée pour que vous puissiez en sortir? C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Et puis, il y a quelqu'un qui a beaucoup marqué les événements humains sur la terre, a pu dire un jour qu'il n'y a rien de caché, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, toujours cacher. Tout est à mettre à nu. Qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui seront mises à nu. C'est pour cela que je ne l'avais pas pensé. C'est arrivé pour le cas de Naomi. Donc, à travers lui, il y a des choses qui étaient cachées, qui sont sorties dehors. C'est là où on peut ajouter qu'ils veulent le pardon. Quand on pardonne à celui qui demande pardon. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un en paraît, imaginez que si cette femme était venue, famille Moussenga, excusez-moi, pardonne-moi parce que j'avais fait une erreur. Est-ce que nous, on ne pouvait pas les faire? On peut les pardonner. Si, oui, ce n'est pas parce que nous sommes plongés dans les Saintes Écritures qu'on doit laisser l'injustice agir, ou bien les gens qui meurent faussement, c'est le laisser à la dérive. Nous serons complices avec ceux qui le font du mal. Moi, je peux, dans mon cœur, le pardonner, mais ces actes, ils sont condamnables. Donc, il faut payer pour ces actes. Ce n'est pas normal que, non, j'ai tué quelqu'un et puis ils vont comprendre. Non, on a compris. Mais au moins que tu reconnaisses d'abord ce que tu as fait comme mal. Et puis, tu viens aussi demander aussi pardon à ces gens-là. Très important, ce que madame dit, c'est très important. Mais la personne dit, il s'en fout. Il se présente encore comme un victime. C'est-à-dire que c'est nous, la famille Moussenga et Naomi Moussenga, qui sommes des coupables parce que nous avons dénoncé ce qui était douloureux, souffrant. Et que la personne, peut-être, elle avait l'habitude de le faire chaque fois, de renvoyer le malade. Ce n'est pas normal. Donc, au lieu, dans le travail, là, ce n'est pas seulement de l'opératrice, mais c'est le travail, tu remplaces les médecins. Ou bien, si tu n'arrives pas à contrôler cela, tu donnes tu passes l'appel au docteur. Bien sûr. Mais la personne n'a pas fait ça. J'allais oublier ça, c'est très important, le problème du pardon. Parce que beaucoup de gens aiment nous piéger et dire, mais vous, des hommes de foi, tout ça, pourquoi vous ne pardonnez pas tout ça? Mais écoute, nous, on pardonne, mais c'est pas grave. Mais n'oubliez pas que dans le pardon, il y a aussi la réparation. Bien sûr. C'est très important. Mon chien à moi, qui broie, enfin, qui mord quelqu'un en route, oui, je vais demander pardon, mais après. Tu vois? Enfin, écoutez, bien sûr. Oui, mais il y a la réparation. Donc, excusez-nous, on n'est pas des lâches, on n'est pas de n'importe qui. On fait des choses bien pour l'assainissement de notre société. Voilà. Même dans le monde entier, effectivement. D'accord. Loin, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, quel serait peut-être votre mot de la fin, un message à passer? Dans le thème du collectif, d'abord, je pense que le message, maman l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'on a besoin, déjà on remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à présent, les 350 000 signataires qui ont permis, ça il faut le dire, ça a permis
de dire que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont indignées par rapport à ça, qu'il faut ouvrir une instruction judiciaire assez rapidement. Pendant longtemps, on nous a dit non, vous allez voir, vous allez attendre longtemps, et finalement elle a été ouverte en l'espace de 2 mois, donc là c'était quand même très important. Et donc pour dire que le soutien c'est pas rien, là actuellement, comme le disait Jonathan tout à l'heure, le collège d'experts n'a pas été nommé. En tout cas, nous on n'a pas d'informations par rapport à ça. Et pour nous, c'est une attente. On a vu le juge d'instruction avec le professeur qui a énuméré cette thèse du paracétamol qui a été répété comme si c'était la vraie thèse, alors que c'était marqué au conditionnel. Au conditionnel, c'était pas vraiment la thèse. C'était pas confirmé, C'était une hypothèse. Donc c'est une hypothèse. Donc on l'a rencontré en fin octobre, il me semble, fin octobre ou début novembre. Jusqu'à présent, il n'y a pas de collège d'experts de nommés. En tout cas, nous, on n'est pas au courant. Et alors qu'ils auraient dû être nommés bien avant. Donc, on sait que jusqu'à présent, ça n'a pas été nommé. Donc, tout ça, pour nous, c'est une attente infernale. Ça va faire maintenant 7 mois ou 5 mois depuis la rencontre avec la juge d'instruction. Donc, c'est des attentes infernales que d'autres familles sont en train de subir. D'autres familles qui ont aussi eu la possibilité de porter plainte. Nous, on se demande qu'est-ce qu'il en est de leurs histoires. Donc tout ça, nous, on a envie de mettre ça ensemble, de faire en sorte aussi que le collectif puisse s'agrandir avec l'ensemble des compétences, comme maman le disait. Donc toutes les personnes qui ont des compétences, là, on a eu une personne qui voulait nous aider à traduire en anglais, pourquoi pas. Donc c'est important, en fait, que chaque personne qui a envie de soutenir le collectif puisse nous envoyer des messages ou nous appeler via la page Facebook notamment. Et puis pour conclure par rapport à cette thèse du paracétamol, parce qu'on a eu le besoin en fait de revenir là-dessus, parce qu'on vit avec ça tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours on a l'impression que Naomi, c'est ce qu'on nous a dit, Naomi a mangé trop de paracétamol, c'est pour ça qu'elle est décédée, alors qu'on nous a dit clairement que la cause du paracétamol ne pouvait pas être la thèse du paracétamol ne pouvait pas être la cause, c'est marqué dans tout le dossier, et pourtant on nous dit le contraire. Et ensuite on nous dit qu'on peut même pas savoir quand est-ce qu'elle a pris le premier comprimé de paracétamol, combien de comprimés elle a pris, tout ça, et avec tout ce que Jonathan aussi a dit qui réfute cette thèse, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent personne ne nous dit on est désolé, on n'aurait pas dû parler de ça, cette thèse est fausse. Donc tout ça c'est blessant. En plus du fait que moi par exemple j'ai parlé de ma sœur, mes parents ils ont perdu leur fille, ça fait mal. C'est difficile de passer, de travailler sur le deuil, parce que il y a une injustice derrière tout ça. Mais en plus de ça, on nous rajoute encore, non, c'est de sa faute. Elle avait c'est typique de l'inversion des rôles où la victime se retrouve coupable. C'est ça. Et tout ça, c'est vraiment tous les jours, comme maman le dit, on en pense le matin, le midi et le soir, tout le temps. On passe notre temps à faire ça. Donc tout ça, on aimerait que les choses changent. Et on a besoin aussi d'idées pour pouvoir développer d'autres, pour pouvoir travailler sur tout ce qui est restructuration du système, même si c'est pas notre métier. Nous, on veut pas donner ces idées pour que les choses changent, mais on veut au moins être des initiateurs, des déclencheurs en fait. Je pense que tout un chacun d'entre nous est capable de le faire, parce que tout un chacun d'entre nous a eu une expérience avec le SAMU, positive ou négative, qu'elle soit positive ou négative. Je pense qu'on a la possibilité de les mettre en avant et d'en faire quelque chose de. En tout cas, on peut avoir un rôle de lanceur d'alerte. Exactement. C'est ça qui est important. Oui. Bon, la conclusion générale. Bon, devant l'expertise. Voilà, je parle du paracétamol parce qu'on avait voulu on a voulu fossoyer ma fille, l'enterrer encore de nouveau, comme si elle qu'il ne savait pas comment s'en servir des médicaments. C'est celui qui aidait son papa à prendre des médicaments. Voilà. Bon, devant cette expertise biaisée, omise, affirmation erronée, raisonnement subjectif de l'expert qui avait conseillé la procureure à lancer cette histoire-là pendant que les gens étaient distraits avec la Coupe du Monde. J'aimerais que, comme je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour le faire, l'État ou bien la ministre ou bien la procureure, je ne sais pas comment ça va se faire.
pour essayer d'enlever cette image-là qu'ils ont collée à ma fille. Écoute, c'est les institutions françaises qui ont formé ici cet enfant. C'est un enfant qui a fait le bac mode, le bac mode, et puis il préparait son BTS, hein, de mode. Donc, hein, BTS, voilà, excusez-moi. Donc, c'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse quand même revenir à cela. L'expertise biaisée, omise, affirmation erronée, raisonnement subjectif. Donc, devant toutes ces choses-là, devant toutes ces affirmations, nous aimerions que justice soit faite pour Naomi Musenga. Voilà, D'accord. Je pense que j'espère que nos autorités nous écoutent et que le message est bien passé. Donc pour cette famille qui attend encore réponse et réaction en fait face à cette situation. Surtout que moi j'appelle toujours politique parce que eux ils aiment beaucoup parler, ils nous promettent beaucoup de choses. Les politiciens dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les paracétamol tuent. Alors ça a tué Naomi qui l'a mal prise, je ne sais pas quand, ils étaient témoins pour voir que Naomi a été tuée au paracétamol. Mais ils laissent les paracétamol parmi les maisons. Chaque maison est en train de se faire tuer par les paracétamol. D'accord. À moins qu'ils reviennent sur leurs paroles. Mais si les paracétamol est en train de tuer, alors il faut que les politiques fassent quelque chose. Parce que ce n'est pas normal. Sonafi qui frappe. Ils n'attendent pas que les gens puissent les attaquer pour dire que vous avez laissé les gens en ignorance. Et puis qu'ils cessent d'utiliser l'image de ma fille quand ils parlent du paracétamol. Parce que bientôt, je vais me lever aussi pour attaquer chaque personne qui parlera du paracétamol et qui mettra l'image de Naomi, je vais le conduire aussi en justice. Donc, tu ne peux pas parler du paracétamol parce que la thèse est fausse. Donc, ce n'est pas Naomi. Naomi, on a besoin de conditions de putréfaction qui n'a pas permis d'avoir le sang pour qu'on puisse évaluer qu'est-ce qui lui a tué alors qu'on ne m'amène pas autre chose parce que je ne suis pas à mes gardes d'être toujours gentil. Et à un moment, je risquerais de devenir très, 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 très méchante. D'accord. Pour ça. Parfait. Donc, sur ce, on vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci à nos auditrices et auditeurs. Et dans pardon, il y a réparation. Très important. Pour ceux qui nous piègent souvent, pardon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup encore une fois et bon courage. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre le collectif, donc, il y a une page Facebook et vous pouvez prendre contact, Justice pour Naomi Musenga. Merci encore à vous et tout de suite, Afrique Hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Merci. Même heure, même fréquence. Tout de suite, Afrique Hebdo. Merci.